Vendredi 14 avril 2017, mesdames, messieurs, c'est un plaisir d'être des vôtres. Bienvenue dans cette édition, le sommaire. Le projet de loi portant promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin a été adopté ce jeudi à l'unanimité des députés présents à l'Assemblée nationale. Le vote a eu lieu après que les députés l'ont étudié. En Côte d'Ivoire, le verdict du procès du Novotel a été rendu hier. L'un des principaux accusés, le général Bruno Dogbo-Blé, ancien chef de la garde républicaine ivoirienne, a été condamné à 18 ans de prison. Référendum crucial en Turquie sur le renforcement des pouvoirs d'Erdogan ce dimanche. Quelques 55 millions d'électeurs sont appelés à voter 9 mois après un putsch avorté contre Erdogan. Merci de nous choisir pour vous informer. Les députés ont examiné ce jeudi le projet de loi portant promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. C'est la commission de l'éducation, de la culture et des affaires sociales que préside l'honorable Claudine Prudencio qui a présenté le rapport. Au terme de l'examen au regard des amendements des députés et observations du gouvernement représenté par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Joseph Djokbenou, ce projet de loi a été adopté à l'unanimité des élus du peuple. À l'université d'Abomey-Calavi, les étudiants bénéficiaires des allocations universitaires au cours de l'année académique 2014-2015 se bousculent pour le dépôt des dossiers afin de percevoir leurs fonds. L'enregistrement des dossiers a démarré depuis lundi 10 avril 2017 à la direction des bourses et secours universitaires. Reportage. Privés de leurs allocations depuis bientôt 2 années en raison de l'invalidation de l'année académique 2015-2016 dans leur faculté, les étudiants bénéficiaires des allocations de l'ES faculté des lettres arts et sciences humaines flash de l'université d'Abomey-Calavi peuvent entrevoir le bout du tunnel. L'opération de dépôt des dossiers pour attribution de bourses et secours universitaires a démarré le lundi 10 avril 2017. Comment peut-on alors expliquer la validation de ces allocations nonobstant l'invalidation de l'année universitaire 2015-2016? Les étudiants, plus précisément de l'ES Flash, faculté des lettres, arts et sciences humaines, n'ont pas respecté les exigences académiques qu'il faut pour que l'année soit validée. Du coup, ils n'ont pas pu composer. Or, l'une des conditionnalités pour que les bourses, les allocations universitaires soient payées est qu'il faut s'inscrire et suivre effectivement les cours. Donc, au cours de l'année 2015-2016, ils se sont inscrits effectivement, mais ils n'ont pas réellement effectivement suivi les cours. Donc, l'année a été invalidée. Or, en 2014-2015, ils avaient déjà rempli les conditions pour être allocataires, autrement dit pour être bénéficiaires des allocations universitaires. L'opération actuelle qui est en cours, ce n'est qu'un report d'allocation. Donc, les droits qu'ils ont acquis, le droit de percevoir les allocations qu'ils ont acquis au cours de 2014-2015 a été reporté en 2016-2017 parce que cette fois-ci, ils se sont inscrits et ils suivent effectivement les cours. Pour les étudiants bénéficiaires, l'effectivité de cette opération est un soulagement. Bon, arrivé ici le matin, il y avait assez de monde et puis si tu n'avais pas la main, tu ne peux pas déposer. Mais à un moment donné, ils ont essayé d'arranger ça et puis maintenant, c'est bon quand même. J'étais là depuis lundi. Quand nous avions commencé ici, il y a trop de monde, si bien qu'on n'arrive même pas à maîtriser les camarades, à leur faire entrer à l'intérieur. Mais avec l'effort et la persévérance, on a pu aménager ça jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a encore procédé à une autre manière qui nous a beaucoup aidé. Directement à l'arrivée des camarades, ils font le rang, ce n'est plus à faire de la liste. Et les états-majors profitaient de ça pour prendre quelque chose chez les camarades. Il n'y a plus ça. Vous faites le rang, vous complétez directement, vous arrivez, c'est la queue. Maintenant, après ça, on fait rentrer le rang et puis c'est comme ça se passe. Et puis aujourd'hui,
Ça s'est passé très bien, il n'y a pas à faire de la main, donner quelque chose à... Non, il n'y a pas d'histoire de ça là aujourd'hui. Des sentiments de satisfaction dans le rang des étudiants qui doivent attendre le traitement de leur dossier par la direction de la bourse et secours universitaires. Et pour cette phase de l'opération d'attribution des bourses et secours, les autorités de la DBSU rencontrent quelques difficultés. Sont liés à la gestion de la foule parce qu'ils constituent un effectif important. Il y a près de 7000 étudiants qui sont attendus. Si tout se passait normalement, il y a près, donc c'est la gestion de la foule, mais avec la contribution des responsables du bureau d'union d'entités de l'Est Flash, tout se passe bien. La belle preuve est que l'organisation qui a été mise en place a fait qu'aujourd'hui, déjà à 9h, on a déjà satisfait presque tout le monde. Les étudiants bénéficiaires de ces allocations qui ne se seraient pas mis en règle avant la fin de la dite opération auront juste le temps de s'en prendre à eux-mêmes au soir du vendredi 14 avril 2017, date de sa clôture. À l'instar des chrétiens du monde entier, les fidèles de l'Église du christianisme céleste se préparent eux aussi à vivre la passion et la résurrection du Christ. Et pour cela, ils observent 7 jours de jeûne et de prière intense, comme l'exigent les recommandations de l'Église. Corneille Aïssé et Denis Marouya sont allés faire le constat sur la paroisse Mont-Sinaï de Calavi Centre. Suivez plutôt. Un temple construit sur plusieurs carrés, à aspect imposant pour louer jour et nuit l'Éternel Dieu des armées. C'est le Saint-Temple de l'Église du christianisme céleste, paroisse Mont-Sinaï, Calavi Centre. Ce jeudi, l'ambiance n'est pas celle des jours ordinaires. C'est la semaine sainte. Les fidèles arrivés très tôt à l'église démarrent la prière de 10 heures. Dans l'église du christianisme céleste, dès que nous fêtons la fête des rameaux, donc nous commençons désormais la semaine pascale. C'est une semaine faite de prière, de concentration, de jeûne, de sanctification. 7 cultes quotidiens faits de prières, de rémission de péchés et de force du Saint-Esprit, accompagnés d'aumônes, de sanctification, de sacrifices, de méditation et d'enseignement biblique, sont les recommandations à suivre dans l'église du christianisme céleste pendant la semaine sainte. Mais le plus important, le jeûne de 7 jours, moment de pénitence pour rappeler la souffrance du Christ mort pour nos péchés, un jeûne qui démarre après la célébration du dimanche des rameaux. Le jeûne est prescrit. C'est une obligation pour tout membre de l'église du christianisme céleste. Quand je dis tout, il y a tout dans tout. Les grands malades en sont exemptés, les nourrices, les femmes enceintes, les enfants, on peut les épargner. Et c'est à travers ce jeûne que nous avons la purification du corps, accompagnée des prières et de la parole, comme je viens de le décrire. Nous gagnons aussi la purification de l'âme. En dehors du jeûne, d'autres rituels spécifiques s'observent chez les chrétiens de l'église du christianisme céleste pendant la semaine sainte. On peut citer le culte de la veille pascale à 0 heure au cimetière pour constater la résurrection du Christ, la Galilée le lundi très tôt le matin pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus ressuscité des morts, le repas communautaire le lundi de Pâques, sans oublier la cérémonie de lavement des pieds avant la communion le jeudi saint. Dans cette semaine, surtout à partir de jeudi, on commémore le dernier repas que Christ a pris avec ses fidèles, donc la communion, la Sainte Communion. Tous les chrétiens célestes sont tenus de prendre cette communion. C'est ça qui nous rend plus membres de l'Église de Christ. C'est ça qui nous met plus en communion avec notre Christ. Mais avant cette communion, on procède aussi à la cérémonie de lavement des pieds. C'est vrai que dans le peuple d'Israël, avant tout repas, il lavait les pieds, mais Christ, avant de prendre ce dernier repas, a procéder à un lavement des pieds à ses enfants. Et la particularité dans l'église du christianisme céleste, c'est que tous ceux qui doivent laver des pieds aux fidèles doivent d'abord venir à la paroisse mère, à Porto-Novo, la veille du rameau, pour que le berger, le chef mondial de l'église, puisse procéder à cette cérémonie envers eux. Et ils prennent une partie de l'eau qui se répand sur toutes les paroisses. La semaine sainte et la célébration de la passion et de la résurrection du Christ sont des étapes hautement spirituelles très importantes chaque année pour le fidèle de l'église du christianisme céleste, une église qui aura 70 ans le 29 septembre prochain.
Une note sportive, le Bénin sera le lieu du déroulement de la prochaine conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Plus de 40 ministres et délégations de la francophonie sont attendus à la 36e conférence ici à Cotonou. Elle aura lieu du 17 au 21 avril 2017. Dans ce cadre, le ministre des Sports, Wade Romeki, était face aux hommes des médias. On fait le point avec Laurent Toneikes. La CONFEJES, Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, est une organisation intergouvernementale créée en 1969. À ce titre, elle a pour mandat de promouvoir la coopération multilatérale dans le domaine de la jeunesse et du sport en apportant appui, soutien et conseils dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques de promotion de la jeunesse et le développement du sport. Sa 36e conférence ministérielle aura lieu à Cotonou. C'est une rencontre d'envergure internationale qui honore notre pays en ce sens que, comme vous le savez tous, c'est au total 43 ministres et chefs de délégation accompagnés des experts en question de jeunesse, sport qui se retrouvent à Cotonou pour repenser la redynamisation de cette belle organisation dont l'ensemble des pays ayant en commun le partage du français sont membres. Nous procéderons à une revue à mi-parcours de la programmation quadriennale 2015-2018 et qu'en marge de ces travaux, il y aura la récompense du meilleur jeune entrepreneur à travers un concours que la CONFEJES organise chaque année, le concours donc de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Et je voudrais préciser, pour ce qui concerne ce concours, que la tenante du titre est une béninoise, notre compatriote Oru Ali Thérèse, qui aura donc l'honneur d'être membre du jury de sélection pour cette année 2017. Tels sont donc les enjeux de cette 36e session ministérielle pour les pays membres de la CONFEJES et principalement pour le Bénin. C'est quand même l'organisation qui, aujourd'hui, parraine les questions de jeunesse et de sport dans tout l'espace francophone, et que notre pays a été choisi pour l'abriter au plan visibilité, diplomatie, rayonnement. C'est déjà pour moi un atout important. Pour le ministre des Sports que je suis, il y a évidemment tous les programmes de coopération avec la CONFEJES. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis de longues années, le Bénin, à l'instar des autres pays membres, bénéficie d'un programme de coopération à travers des bourses et un certain nombre de choses qui sont offertes. Et donc, il y a désormais la possibilité pour le Bénin de participer aux décisions, d'amender, de contribuer à l'élaboration des plans d'action et donc d'influencer évidemment l'orientation des projets, aussi bien sur notre pays que sur l'ensemble des autres pays de façon juste et équitable. Les travaux prévus pour s'ouvrir le lundi 17 avril prendront fin le 21 avril et connaîtront également la désignation d'un nouveau secrétaire général pour un mandat de 4 ans à partir du 1er septembre 2017. Hors du Bénin, le verdict dans les affaires des disparus du Novotel en Côte d'Ivoire est connu. Une cour d'assises d'Abidjan a condamné jeudi à des lourdes peines de 6 à 20 ans de prison les principaux accusés dans l'affaire de ces disparus du Novotel. Commentaire Aristide Setti. 20 ans de prison pour le commissaire Osé Loguet, présenté par l'accusation comme celui ayant achevé le Français Yves Lambelin, qui agonissait dans les jardins de la présidence ivoirienne d'un coup de matraillette. 18 ans pour le général Bruno Dogo-Blé, le chef de la garde républicaine, qui avait en charge la surveillance de ce palais, et 18 ans également pour les colonels Jean Abi et Léopold Oku-Modi, deux de ses subordonnés au moment des faits, le 4 avril 2011. Voilà le verdict rendu dans le procès du Novotel par la cour d'assises d'Abidjan. Ces personnes étaient jugées pour les infractions ayant entraîné la mort commises sur les personnes enlevées le 4 avril 2011 à l'hôtel Novotel, dont le directeur de l'établissement Stéphane France Diripel et le béninois Raoul Adeoussi, assistant d'Yves Lambelin, directeur général de SIFCA. Pourtant, lors des plaidoiries, les avocats de la défense avaient demandé l'acquittement, réfutant les deux témoignages à charge et mettant notamment la mort des 4 otages sur le compte d'un bombardement du palais présidentiel par l'armée française et l'ONUCI
même si les avis avaient été refutés. On a eu un échec de la procédure d'instruction et même de la cour d'assises parce qu'au jour d'aujourd'hui, après le délibéré, nous ne savons toujours pas qui les a tués et comment ils ont été tués. Pour moi, c'est un échec. Les avocats de la partie civile et des familles des victimes, après l'énoncé du verdict de l'affaire Novotel, ont exprimé vouloir tourner la page de ce drame. Nous avons les responsables. Ils sont condamnés. Maintenant, refermons ce dossier. Pensons à une réconciliation nationale. Les victimes, ce verdict équivaut à une pierre tombale. Ils ne savent pas où est le corps, ils ne pourront pas se recueillir sur un endroit symbolique, mais ils auront ce verdict qui leur permettra maintenant de pouvoir complètement achever ce travail de deuil et de regarder devant. Le parquet général avait requis 5 peines de prison à vie pour les principaux accusés, une peine de 10 ans pour Yoro Tapeko, un des seuls accusés à avoir accepté de donner sa version des faits, et 4 acquittements. Au moins 22 pèlerins musulmans participant à une retraite spirituelle annuelle dans le sud-est du Sénégal ont péri mercredi dans un incendie d'origine inconnue. La catastrophe s'est produite à Médina, Kounas, à environ 530 km au sud-est de Dakar, où affluent chaque année des milliers de fidèles pour ce rassemblement, le Dakar, organisé pendant une douzaine de jours par la confrérie musulmane des Tidianes, une des plus importantes du Sénégal. Jusqu'à jeudi matin, le bilan était de 22 morts et 87 blessés, dont une vingtaine dans un état grave, a déclaré à l'agence France Presse un responsable au groupement national des sapeurs-pompiers. En Libye, au moins 97 migrants sont portés disparus, dont 15 femmes et 5 enfants après le naufrage de leur embarcation jeudi au large de la capitale Tripoli. Depuis le début de l'année, au moins 590 migrants sont morts ou portés disparus au large de la Libye, selon un bilan provisoire de l'Organisation internationale pour les migrations arrêté fin mars. Les Européens envisagent des mesures pour bloquer l'arrivée des migrants depuis la Libye. Ces mesures alarment les ONG qui redoutent de mauvais traitements à l'encontre des migrants qui resteraient bloqués en Libye. Le chef de la base des gardes-côtes s'explique. L'embarcation n'était pas assez solide et elle a coulé. 23 personnes ont été sauvées et emmenées à la base. L'autre embarcation n'a pas été retrouvée et je pense qu'elle se dirige vers la côte. Des milliers de réfugiés du Soudan du Sud sont bloqués dans des campements de fortune en Ouganda après avoir fui une attaque violente des forces gouvernementales dans la ville de Pajok. Ils vivent dans des conditions très difficiles et ne veulent pas entendre parler de retourner chez eux. Reportage. Traverser la frontière entre le Soudan du Sud et l'Ouganda, pour certains, ces derniers kilomètres sont les plus difficiles à franchir. David et sa sœur ont survécu aux attaques de Pajok, des attaques menées par l'armée sud-soudanaise. Moi, je n'y retournerai pas. À cause de ce que j'ai vu et vu de mes propres yeux, je n'y retournerai pas. Je préfère mourir quelque part en enfer plutôt qu'au Soudan du Sud. Pour atteindre un lieu sûr, ces réfugiés doivent marcher 2 jours. Plus de 5000 personnes ont fui Pajok. Ils sont maintenant en sécurité mais vivent dans des conditions très difficiles. Aucune infrastructure n'existe et l'armée sud-soudanaise n'est jamais très loin. Philippe a enfin retrouvé sa famille après avoir échappé à l'armée gouvernementale. Arrêté, battu puis fait prisonnier, il devait compter les corps dans la rue. Philippe connaissait certaines victimes et tenait à les enterrer lui-même, parfois jusqu'à l'épuisement. En tout, j'ai compté plus de 85 corps, tous tués par les soldats du gouvernement. Je n'ai réussi à en enterrer que 13 dans des tombes. Parmi les réfugiés, beaucoup d'enfants et de femmes qui, elles aussi, ont connu l'horreur. Depuis le début de la guerre civile au Soudan du Sud en 2013, ce sont souvent elles les premières victimes de violences et de viols. À Pajok, c'était pareil. Je suis tombée par terre et il m'a marché dessus, puis m'a tiré par les pieds. Il m'a demandé de lui donner ma fille. Il y avait une fille avec nous, ce n'était pas ma fille. Je lui ai dit, c'est pas ma fille. Nous avons juste fui ensemble. Il a dit que je mentais. Un des soldats a emmené la fille dans la maison à côté. L'autre est resté dehors avec moi. Nous étions devant la porte. Je pouvais l'entendre hurler.
En attendant de pouvoir s'installer dans un camp, certains créent des logements de fortune. L'Ouganda accueille plus de 800 000 réfugiés, tous venus du Soudan du Sud. Un accueil qui devait être temporaire, mais le retour au pays ne semble aujourd'hui plus possible. Référendum crucial en Turquie. Les Turcs se prononcent dimanche sur le renforcement des pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan lors de ce référendum dont l'issue pourrait remodeler le système politique du pays et redéfinir ses relations avec l'Occident. Quelques 55 millions d'électeurs sont appelés à voter 9 mois après un putsch avorté contre Erdogan. Le référendum porte sur une révision constitutionnelle prévoyant notamment l'abolition du poste de Premier ministre. Religion pour boucler ce journal, le Triduum pascal a démarré ce jeudi saint dans l'église catholique. Dans la tradition chrétienne, le jeudi saint commémore le jour où le Christ lave les pieds des apôtres et institue l'Eucharistie lors de son dernier repas. Une particularité au Vatican, le pape François a lavé les pieds de détenus repentis, notamment des anciens mafieux, et a célébré une messe dans leur prison, marquant ainsi de nouveau sa proximité avec le monde carcéral lors de la Semaine Sainte. La Semaine Sainte, temps fort dans le calendrier chrétien qui commémore les derniers jours de Jésus-Christ, a été marquée par des attentats le dimanche des Rameaux revendiqués par le groupe djihadiste État islamique contre 2 églises coptes en Égypte, faisant 45 morts. Malgré ce climat d'insécurité, le pape a maintenu son voyage dans ce pays prévu les 28 et 29 avril. Et puis ce vendredi, c'est la célébration de la Passion du Christ qui sera marquée par le chemin de croix suivi de la vénération de la croix. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur Eden TV.